Dans le silence doré de l'Opéra de Paris, après la dernière répétition générale, la PDG de l'Empire musical, Lumière Enterprise, Marguerite Dubois, fixait le piano à queue Steinway avec des yeux pleins de défi. C'était le 23 décembre 2023, et la femme la plus puissante de l'industrie musicale française venait de lancer sa provocation aux prétendants réunis dans le foyer. Celui qui réussirait à jouer la ballade N.1 de Chopin sans erreur, elle l'épouserait le lendemain à Noël. Les milliardaires présents se regardèrent nerveusement. Aucun ne savait vraiment jouer, mais quand Antoine Moreau, le concierge de nuit de 35 ans, aux mains calleuses et à l'uniforme bleu, s'approcha du piano, tous éclatèrent de rire. Marguerite elle-même sourit avec condescendance. Ce qui se passa dans les 4 minutes suivantes non seulement changea à jamais le destin de 2 personnes, mais révéla un secret qui brisa le cœur d'une femme qui croyait avoir oublié comment aimer vraiment. Le penthouse du Palais du Bois sur les Champs-Élysées brillait des lumières de Noël les plus chères de Paris. Marguerite Dubois, 42 ans de froideur élégante et de pouvoir absolu, observait ses prétendants avec la distance d'une reine qui choisit son consorte. Alexandre Beaumont, héritier bancaire, Richard Lemoine, magnate hôtelier, Étienne Martin, roi de l'automobile. Tous riches, tous puissants, tous complètement inutiles quand il s'agissait de ce qu'elle désirait vraiment, quelqu'un qui comprenait l'âme de la musique qui avait construit son empire. La provocation était sortie de ses lèvres comme un défi impossible. Quiconque réussirait à jouer parfaitement la ballade N.1 de Chopin, elle l'épouserait le lendemain. Les milliardaires se regardèrent gênés, ils savaient acheter n'importe quoi, mais aucun n'avait jamais vraiment appris à jouer. Puis Antoine Moreau apparut. Le concierge de nuit était entré par la porte de service, grand et silencieux, avec cette grâce naturelle qui ne s'achète pas. Il avait entendu la musique depuis le bureau où il nettoyait et était venu vérifier. Quand Marguerite expliqua le défi, elle le regarda avec cette condescendance qu'elle réservait au personnel, sûre que lui aussi, comme les autres, ne saurait pas distinguer Chopin d'une sonnerie de téléphone. Mais quelque chose dans les yeux noisettes d'Antoine s'alluma quand elle mentionna cette ballade. Pas de l'humiliation, de la détermination. Il demanda s'il pouvait essayer et Marguerite rit, amusée par la présomption d'un simple concierge. Antoine s'assit au piano Steinway. Un moment, il ferma les yeux, comme s'il rappelait des souvenirs enfouis au plus profond de l'âme. Puis, il commença à jouer. Les premières notes de la ballade en sol mineur emplirent la pièce comme une prière murmurée au cœur de Dieu. Ce n'était pas seulement une technique parfaite, c'était une émotion pure qui se transformait en musique, chaque note racontant des histoires d'amour perdues et retrouvées, de douleurs transformées en beauté. Marguerite sentit ses jambes trembler. Cette interprétation était identique à une qu'elle avait entendue 15 ans auparavant, dans un petit café de Montmartre à Paris. La nuit qui avait changé sa vie à jamais. La nuit qu'elle avait désespérément essayé d'oublier. Les prétendants partirent un à un, humiliés par la supériorité artistique d'un homme qui gagnait en un an ce qu'il dépensait pour un dîner. Mais Marguerite ne s'en aperçut même pas. Elle avait été transportée dans le passé quand elle était juste Margot, une étudiante du Conservatoire national supérieur amoureuse d'un pianiste extraordinaire. Quand Antoine termina le dernier accord et leva les yeux, il murmura un seul mot qui fit s'effondrer le monde de Marguerite. « Salut, Margot !» Une seule personne au monde l'avait jamais appelée ainsi. Une personne qu'elle croyait morte depuis 15 ans. Marguerite regardait Antoine comme si elle voyait ressusciter les morts. Ses mains parfaitement soignées tremblaient, tandis qu'elle s'agrippait au bord du piano. Le maquillage impeccable qui commençait à couler sous l'assaut de larmes qu'elle n'avait pas versées depuis une décennie. Antoine se leva lentement du tabouret, chaque mouvement chargé de cette douceur qui avait marqué les rêves et cauchemars de Marguerite pendant 15 années interminables. Il n'était pas mort, comme elle l'avait cru. Il avait simplement disparu de sa vie, la laissant se reconstruire sur les fragments d'un cœur brisé. Les souvenirs la frappèrent comme une marée imparable. Paris, 2008. Elle a 27 ans, brillante et pleine de rêves. Lui a 31. Antoine Moreau,
le pianiste le plus talentueux de leur génération. Fils d'un ouvrier de Bobigny qui s'était frayé un chemin avec du pur génie musical. Ils étaient tombés amoureux dans ce café de Montmartre où il jouait chaque soir pour payer ses études au conservatoire. Antoine commença à rappeler cette nuit de juillet quand elle avait appris qu'elle avait gagné la bourse pour le Berklee College of Music de Boston. Elle avait été si heureuse, si pleine de vie, si différente de la femme de glace qu'elle était devenue. Elle lui avait dit qu'elle renoncerait à tout pour lui, que la musique n'avait de sens que s'ils la partageaient ensemble. Mais lui, avec cette noblesse d'âme qui l'avait fait tomber amoureuse, lui avait dit de partir. Le vrai amour ne demande pas de sacrifice, avait-il soutenu, mais soutient les rêves. Et elle, jeune et blessée, lui avait répondu que s'il l'aimait vraiment, il se serait battu pour la garder. Elle avait volé si haut qu'elle avait oublié d'où elle venait, lui dit Antoine maintenant. Marguerite éclata en larmes, admettant la cruelle vérité. Elle était devenue tout ce qu'ils détestaient dans leur jeunesse, froide, calculatrice, entourée d'hommes qui ne voyaient que son argent. La révélation la plus choquante arriva quand Antoine confessa qu'il travaillait là depuis 5 ans. Chaque nuit, il passait devant son bureau, voyait la lumière allumée, l'entendait travailler jusqu'à l'aube. Chaque nuit, il avait espéré qu'elle le reconnaisse, mais pour elle, il était invisible. Juste le concierge de nuit, Antoine avait découvert son succès, tout ce qu'elle avait construit, et était venu à Paris pour cela. Pas par hasard, mais pour essayer de reconquérir l'amour de sa vie. Mais la Margot qu'il avait aimée semblait morte, enterrée sous des couches d'ambition et de douleur. Quand Antoine lui demanda si elle était heureuse, Marguerite ne put pas répondre. Pour la première fois en 15 ans, quelqu'un avait vu à travers son armure de succès et de pouvoir, droit au cœur vide qui battait en dessous. Et puis vint le défi final. Antoine lui rappela sa promesse. Elle avait dit qu'elle épouserait celui qui jouerait Chopin sans erreur. Il l'avait fait. Il était la seule personne dans cette pièce qui avait joué par amour, pas par intérêt. Le seul qui la connaissait vraiment. La question qui la tourmenta toute la nuit fut terrible dans sa simplicité. Avait-elle encore le courage de tenir parole, ou la PDG Marguerite Dubois était-elle trop orgueilleuse pour épouser un concierge? Mais ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que Marguerite avait un secret enterré depuis 15 ans. Un secret qui, une fois révélé, changerait tout ce qu'il croyait savoir sur leur passé. Le matin du 24 décembre, Marguerite se réveilla dans son lit avec vue sur l'Arc de Triomphe. Mais pour la première fois en année, le téléphone resta éteint. Le son de Chopin résonnait encore dans ses oreilles, avec la voix d'Antoine l'appelant Margot, ce nom qu'elle avait enterré avec ses rêves de jeune fille. Elle se leva et marcha pieds nus jusqu'au bureau, où elle ouvrit un tiroir secret qu'elle ne touchait pas depuis 15 ans. À l'intérieur, une boîte de velours bleu gardait les fantômes de son passé. Une lettre jaunâtre, des photos d'elle et Antoine jeunes et radieux, et quelque chose qui lui coupa le souffle. Un test de grossesse positif, daté d'août 2008. Les souvenirs la submergèrent, comme une vague meurtrière. Après cette nuit terrible à Montmartre, elle était partie pour Boston, le cœur brisé. Mais 2 semaines après le début des cours à Berklee, elle avait découvert qu'elle portait l'enfant d'Antoine. Elle l'avait appelé 1000 fois, mais il avait changé de numéro. Elle avait essayé de le localiser, mais il avait disparu de Paris comme un fantôme. Seule dans une ville étrangère, elle avait pris la décision la plus atroce de sa vie. Elle ne pouvait pas élever un enfant sans père, sans carrière, sans avenir. L'avortement avait failli la tuer, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Depuis ce moment, elle avait construit un mur de glace autour de son cœur. Chaque succès, chaque million gagné, avait été une forme de pénitence auto-infligée. Si elle ne pouvait pas être mère, elle serait la femme la plus puissante du secteur musical. Si elle ne pouvait pas aimer, elle dominerait. Quand Antoine arriva cet après-midi, Marguerite avait reconstruit son armure. Elle était de nouveau la PDG immaculée, maquillage parfait, contrôle absolu. Mais Antoine voyait au-delà de la façade. Il voyait l'enfant blessé qui se cachait derrière le pouvoir. Il confessa ne pas avoir dormi,
avoir passé la nuit à penser à ce qu'ils étaient devenus. Il lui révéla qu'il avait commencé à travailler précisément dans ce palais 5 ans auparavant, après avoir découvert qu'elle y travaillait. Ce n'était pas une coïncidence. Il avait appris son succès et était venu à Paris pour elle. La confession la plus dévastatrice arriva quand Antoine admit que cette nuit à Montmartre, quand il l'avait laissé partir, ce n'était pas de la noblesse. C'était la plus grande erreur de sa vie. Il avait passé 15 ans à regretter chaque jour où il l'avait vue dans ce palais sans être reconnu avait été un enfer personnel. Il s'agenouilla devant elle, demandant une seconde chance. Mais Marguerite, avec le poids du secret qui l'écrasait, continuait à répéter qu'il était trop tard. Margot était morte, avec tout ce qu'ils avaient perdu. Quand Antoine demanda ce qu'ils avaient perdu en plus d'eux-mêmes, Marguerite murmura un mot qui contenait toute la douleur du monde. Tout. Mais Antoine avait aussi un secret qu'il avait découvert 5 ans auparavant et qu'il avait gardé caché, attendant le bon moment. Un secret qui changerait à jamais le cours de leur histoire. Antoine prit les mains de Marguerite dans les siennes, et cette fois, elle ne s'écarta pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui la préparait à un choc encore plus grand que celui qu'elle avait déjà subi. En 2019, quand il avait commencé à travailler dans le palais, Antoine avait engagé un détective privé pour reconstituer la vie de Marguerite pendant les années de leur séparation. Tu aimes cette histoire, Makwa? Laisse un petit like et abonne-toi à la chaîne. Maintenant, reprenons la vidéo. Il voulait comprendre comment elle était devenue si différente de la fille qu'il avait aimée. Le détective avait trouvé les dossiers du Berkeley College, les excellentes notes, mais aussi autre chose qui avait brisé le cœur d'Antoine, les documents d'une clinique de Boston, datés d'août 2008. Quand il prononça le mot « bébé », le monde de Marguerite s'effondra complètement. Elle se laissa tomber sur le canapé, le corps secoué par des sanglots qu'elle avait retenus pendant 15 ans. Antoine savait. Il savait pour l'enfant qu'il n'avait jamais eu. L'histoire qui émergea fut encore plus tragique que ce qu'ils avaient tous les deux imaginé. Marguerite raconta entre les larmes qu'elle avait cherché désespérément Antoine pendant des semaines, mais il avait disparu. Antoine, bouleversé, confessa qu'il avait changé de numéro parce qu'il continuait à l'appeler sans jamais recevoir de réponse, pensant qu'elle l'avait oublié. Mais quand Antoine montra le numéro qu'il avait sauvegardé comme Margot Dubois, numéro américain, Marguerite pâlit. Les 2 derniers chiffres étaient inversés. Ce n'était pas son numéro. La vérité explosa comme une bombe. Sylvie, la sœur de Marguerite, avait délibérément donné le mauvais numéro quand Antoine était allé la chercher chez ses parents. Pendant 15 ans, ils avaient souffert à cause du sabotage d'une femme jalouse qui ne supportait pas de voir sa sœur cadette tout avoir. Talent, succès et amour. Sylvie avait su qu'Antoine la cherchait. Elle avait su que Marguerite le cherchait. Et elle les avait maintenus séparés par pure envie, détruisant 2 vies et condamnant à mort un bébé innocent. Antoine, dévasté, confessa que s'il avait su pour le bébé, il aurait fait n'importe quoi pour elle. Ils auraient trouvé un moyen ensemble. Marguerite pleura encore plus fort, racontant la terrible solitude de cette décision, prise dans un pays étranger sans l'homme qu'elle aimait. Elle avait construit son empire comme forme de pénitence. Chaque succès une tentative désespérée de combler le vide laissé par cette perte. Mais la douleur n'était jamais passée, pas même un jour. Quand Antoine lui demanda si elle était encore capable d'aimer, Marguerite confessa que la veille au soir, en l'entendant jouer, elle avait eu la sensation d'être rentrée chez elle, d'être de nouveau elle-même. À ce moment, le téléphone sonna. C'était Sylvie. Et Marguerite, avec une détermination qu'elle ne ressentait pas depuis des années, décida qu'il était temps de régler les comptes avec le passé une fois pour toutes. La conversation fut brève et définitive. Marguerite dit à sa sœur que le lendemain, à Noël, elle épouserait Antoine, et qu'elle n'était pas invitée. Mais quelqu'un avait tout entendu, et les conséquences seraient plus explosives que ce qu'ils pourraient tous les deux imaginer. Le 25 décembre 2023, Paris se réveilla avec une nouvelle qui fit trembler le monde des affaires.
Les journaux, alimentés par la fuite de Sylvie, explosèrent avec des titres sensationnalistes. La reine de la musique épouse le concierge. Du palais au placard à balai, le mariage de l'année. Dans le penthouse du Palais du Bois, Marguerite se préparait dans une simple robe de soie blanche, sans le luxe ostentatoire qui caractérisait sa vie publique. Pour la première fois en années, elle se sentait vraiment belle, pas construite ou perfectionnée, mais authentique. Dehors, le chaos régnait en maître. Les journalistes assiégeaient l'entrée. Les actionnaires de Lumière Enterprise étaient en panique totale. Le téléphone sonnait sans cesse avec des appels de ses avocats et partenaires commerciaux qui menaçaient de retirer leurs investissements. Antoine, maintenant élégamment vêtu mais avec les mains encore calleuses du travail honnête, regardait sa femme se préparer et lui offrit d'attendre. Il ne voulait pas qu'elle ruine tout ce qu'elle avait construit pour lui. Mais Marguerite était déterminée. Pendant 15 ans, elle avait construit un empire en perdant son identité. Ce jour-là, elle voulait récupérer ce qu'elle était vraiment, quoi qu'il en coûte. Sylvie arriva comme un ouragan de culpabilité et de désespoir. À 38 ans, elle était encore belle, mais avec l'amertume de celle qui n'avait jamais réussi à être heureuse. Elle supplia Marguerite de ne pas épouser Antoine, de ne pas tout jeter pour un amour du passé. Ce fut alors que Marguerite révéla la vérité la plus douloureuse. Elle avait perdu un bébé, l'enfant d'Antoine, parce que Sylvie les avait séparés avec ses mensonges. La confession frappa Sylvie comme une gifle mortelle. Elle n'avait jamais su pour le bébé, mais maintenant elle comprenait l'énormité du mal qu'elle avait causé. Repentante et détruite, Sylvie demanda pardon et la permission d'assister au mariage. Marguerite, guidée par la sagesse d'Antoine, accepta, mais comme sœur, pas comme invitée d'honneur. L'après-midi, dans la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, se célébra le mariage le plus simple et le plus vrai de la vie de Marguerite. Il n'y avait pas de fleurs chères, ni de musique d'orchestre. Juste Antoine, au piano de l'église, jouant Ave Maria, pendant qu'elle marchait vers l'autel. Peu de personnes étaient présentes. L'abbé Michel le curé, Guillaume le portier comme témoin, Sylvie qui pleurait en silence, et Pierre, le père d'Antoine venu de Bobigny, spécialement pour rencontrer la femme dont son fils parlait depuis 15 ans. Quand l'abbé Michel demanda s'ils se prenaient l'un l'autre comme époux, tous deux répondirent « oui », avec une conviction qui leur manquait depuis trop longtemps. Mais pendant qu'ils s'embrassaient devant l'autel, dehors, une foule de journalistes et de caméras les attendait. Le monde réel était sur le point de mettre leur amour retrouvé à l'épreuve de manière qu'ils ne pouvaient encore imaginer. La vraie bataille pour leur avenir ensemble ne faisait que commencer. Une semaine après le mariage, la réalité frappa avec la force d'un ouragan financier. Dans le bureau qu'ils partageaient maintenant, Marguerite et Antoine regardaient les dégâts avec le calme de ceux qui avaient consciemment choisi l'amour plutôt que le profit. Les actions de Lumière Enterprise avaient chuté de 40%. 3 membres du conseil d'administration avaient démissionné. Plusieurs partenaires commerciaux avaient rompu les contrats. Mais quelque chose de magique se passait. Hans Müller, directeur de la Philharmonie de Vienne, appela avec une proposition révolutionnaire. Il avait suivi leur histoire dans les journaux et, au lieu d'être scandalisé, avait été fasciné. Il proposa un concert spécial à Vienne, Marguerite comme productrice et directrice artistique, Antoine comme pianiste principal. Une soirée pour démontrer au monde qu'amour et musique étaient la combinaison la plus puissante qui existe. C'était la première fois en années que quelqu'un proposait à Marguerite un projet qui impliquait le cœur en plus du cerveau. Ils acceptèrent immédiatement. Dans les mois qui suivirent, ils transformèrent Lumière Enterprise en quelque chose de complètement nouveau. Au lieu de se concentrer uniquement sur les profits, ils créèrent une plateforme pour artistes émergents. Antoine recommença à jouer professionnellement, cette fois avec le soutien total de la femme qu'il aimait. Leur premier concert ensemble à Vienne fut un triomphe que personne n'attendait. Antoine au piano, Marguerite dirigeant l'orchestre pour la première fois en 15 ans. Quand ils terminèrent avec la ballade N.1 de Chopin, la même qui les avait réunis, il n'y avait pas un œil sec dans le public. La critique musicale internationale parla de magie pure et d'amour transformé en art. Économiquement,
il gagnait la moitié d'avant. Mais Marguerite se réveillait heureuse chaque matin. L'argent n'était que du papier, ce qu'ils avaient maintenant n'avait pas de prix. Un an plus tard, dans la même église de Saint-Julien-le-Pauvre, ils renouvelèrent leurs vœux. Cette fois, il y avait des centaines de personnes, artistes qu'ils avaient aidés, amis de leur nouveau chemin, même quelques anciens partenaires commerciaux qui avaient appris à apprécier leur approche révolutionnaire des affaires. Sylvie était là, maintenant mariée à un professeur de musique, rencontré au concert de bienfaisance de sa sœur. Avant la cérémonie, elle murmura à Marguerite un seul mot. « Merci. Merci de lui avoir appris que pardonner est la forme la plus pure de l'amour. » La vraie magie arriva quand Pierre, le père d'Antoine, s'approcha de l'autel en tenant dans ses bras Élise, un bébé de 6 mois que Marguerite et Antoine avaient adopté d'une jeune pianiste qui ne pouvait pas l'élever. Pendant qu'ils marchaient dans l'allée, Marguerite regarda Antoine et comprit qu'ils avaient fait quelque chose de plus important que reconquérir le passé. Ils avaient créé un avenir, quelque chose qui était entièrement à eux. Quand ils s'embrassèrent devant l'autel, avec Élise qui riait dans les bras du grand-père et la musique de Chopin qui remplissait l'église, tous comprirent une vérité universelle. Les plus belles histoires sont celles qui commencent par un adieu et finissent par un retour à la maison. La PDG la plus impitoyable de Paris était redevenue Margot, la fille qui croyait en l'amour, en la musique et en la miraculeuse possibilité que chaque fin triste puisse se transformer en un nouveau commencement plein d'espoir. Le concierge avait conquis la reine, mais surtout, l'amour avait triomphé de tout le reste. Si cette histoire t'a fait croire que le vrai amour attend toujours le bon moment pour revenir, laisse un like. Raconte-nous dans les commentaires. Crois-tu qu'il existe encore de grands amours qui résistent au temps? As-tu déjà retrouvé quelqu'un que tu pensais avoir perdu à jamais? Abonne-toi et active les notifications pour plus d'histoires qui prouvent que le destin a toujours un plan, même quand tout semble perdu. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de croire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Rappelle-toi, la plus belle musique est celle qui naît du cœur, tout comme le plus vrai amour.